Je devais rentrer chez moi depuis Washington, D.C., jusqu'au fin fond du Kansas après la fin de mon service actif. Je n'avais rien d'autre que ma voiture, quelques vêtements et le vieux revolver de service de feu mon grand-père. Je ne pouvais quitter la base qu'aux alentours de 17 heures, ce qui me fit arriver en Virginie occidentale après la tombée de la nuit. Mon GPS a décidé de me guider à travers quelques routes secondaires pour rejoindre l'autoroute suivante. Mais tout à coup, il n'y avait plus de signal. Plus de téléphone portable, plus de GPS, et il faisait nuit noire au beau milieu de la campagne. J'ai donc décidé de passer la nuit là et d'attendre le matin pour m'orienter avec ma carte routière. J'ai trouvé un chemin de terre, garé la voiture, verrouillé les portes, mis des pare-soleils aux vitres et tenté de m'endormir. Mon ancienne voiture, un bon vieux modèle à haillons aménagés, me manque encore aujourd'hui. J'étais à peine en train de m'endormir quand j'ai entendu des pas sur le gravier. Encore une fois, nous sommes dans un coin perdu, au milieu de nulle part. Ma première pensée fut que ce devait être un animal, mais en tendant l'oreille, quelque chose me troublait de plus en plus. Je me suis redressé, réalisant que c'était bien quelque chose sur deux jambes et que ça se rapprochait. J'ai tâtonné à l'aveugle pour attraper mon arme, essayant de jeter un coup d'œil par le pare-soleil pour voir quoi que ce soit. Il faisait complètement noir dehors. Pas de lune, juste des étoiles et de grands arbres inquiétants tout autour. Je plissais les yeux, cherchant un mouvement, mais il n'y avait même pas d'insectes dans l'air. Tout le monde animal était silencieux, et j'entendais toujours des pas qui tournaient autour de la voiture. Les poignées des portières arrière et avant ont été tirées, puis le haillon. Silence. Je priais pour qu'ils pensent que la voiture était abandonnée et qu'ils s'en aillent. Mon cœur battait à tout rompre, mes doigts blanchissaient en serrant le revolver. Mon seul véritable salut derrière toutes ces portes verrouillées. Dans mon esprit, je savais que cet inconnu allait probablement briser une vitre d'un moment à l'autre. Je me préparais mentalement à lui faire sauter la tête s'il tentait quelque chose. J'hésitais entre appeler la police ou simplement déguerpir. J'ai alors armé le revolver, et dès que le clic a retenti, il y eut un coup contre la vitre du haillon. J'ai arraché le pare-soleil, et j'ai vu un homme, chemise à carreaux ouverte, frapper la vitre de toutes ses forces, avec un regard de bête traqué, comme un animal pris au piège. Cet homme semblait terrifié, comme s'il devait absolument entrer dans la voiture. Nos regards se sont croisés, et il a commencé à crier. Ce n'étaient même pas des mots, juste des cris. Alors j'ai crié aussi, menaçant de lui faire sauter la tête s'il ne partait pas immédiatement. Il a couru vers l'arrière de la voiture. J'ai brandi l'arme pour lui montrer que je ne plaisantais pas. En me voyant, il s'est figé, puis a commencé à supplier que je le tue. Je me suis retourné pour voir ce qu'il désignait derrière lui, mais il n'y avait absolument rien. Cet homme devait être ivre ou drogué. Il a recommencé à frapper contre la vitre en criant, en montrant le revolver, puis en pointant quelque chose derrière lui, parfois même sa propre tête. C'était absurde. Tout ce que je voulais, c'était m'éloigner de lui. J'ai repris mon souffle, me suis glissé sur le siège conducteur et ai démarré la voiture pour filer d'ici. Soudain, ma vitre a explosé en éclats, et l'homme m'a agrippé, essayant de m'arracher de la voiture. Je suis tombé au sol et il a commencé à me donner des coupes de pied. Je tâtonnais frénétiquement pour retrouver mon arme, perdu dans la lutte, mais je ne voyais rien dans cette obscurité. L'homme me piétinait les mains, me frappait à la tête. Je n'arrivais pas à croire à quel point la situation avait basculé si rapidement. Puis, comme sorti de nulle part, un autre homme d'âge moyen a surgi de la forêt et a frappé mon agresseur. Ils se sont battus quelques instants, me laissant juste le temps de retrouver mon revolver sous la voiture. L'agresseur a pris la fuite et j'ai pointé mon arme sur mon sauveur. Ce dernier leva les mains, demandant de ne pas tirer, et se montra étonnamment rationnel quand je lui ai demandé ce qu'il faisait là. Voici exactement ce qu'il m'a répondu. « Eh bien, je ne suis pas ici pour tricoter des araignées. » Il expliqua qu'il était en vacances dans un chalet, qu'il avait entendu des cris et était venu aider. Je le remerciai et partis immédiatement, m'arrêtant dans un Walmart dans une ville voisine pour dormir sous un lampadaire. Le lendemain, j'ai appelé mon père pour lui dire que j'arriverais plus tard, car je devais remplacer une vitre. Je lui ai expliqué ce qui s'était passé la nuit précédente. En entendant l'histoire de l'araignée, il s'est mis à rire, faisant une blague sur son père.
qui utilisait cette expression parce qu'il avait des amis pilotes australiens. Apparemment, cette expression signifie quelque chose comme « Qu'est-ce que tu crois que je fais là ?» Mon grand-père est décédé avant ma naissance et je n'avais jamais vu de photo de lui, à part celle de lui en uniforme, à l'âge de 20 ans environ. Et rappelez-vous, je portais son revolver de service pendant cette nuit cauchemardesque. Une fois rentré chez moi, je suis allé remettre le revolver dans le coffre de mon père. Quand j'ai ouvert la boîte, j'ai failli faire une crise cardiaque en voyant une photo à l'intérieur. Mon père posait à côté de l'homme qui m'avait sauvé. Il portait les mêmes vêtements, le même regard. Tout était identique. J'ai retourné la photo, et il y avait les noms de mon père et de mon grand-père, avec la date de 1990. J'ai demandé à mon père quand cette photo avait été prise, et il m'a répondu que c'était un moment très spécial, pris le matin de l'accident de mon grand-père. Alors, je ne dis pas que je crois aux fantômes, mais c'était une sacrée coïncidence. Le gars qui m'a sauvé d'un détraqué ressemblait comme 2 gouttes d'eau à l'homme dont je tenais le revolver pour me défendre. Est-ce que le fantôme de mon grand-père est venu secourir son petit-fils? Ou bien était-ce le type le plus coriace du coin qui s'est décidé à sauver quelqu'un en mode Jason Bourne? Le monde et moi ne le saurons probablement jamais. En 2006, je conduisais un camion à plateau pour transporter des matériaux de construction en zone rurale dans le Tennessee. Ma mémoire est un peu floue maintenant, mais je dirais que c'était quelque part entre Memphis et Nashville, probablement plus près de l'intersection des frontières du Mississippi, de l'Alabama et du Tennessee. J'avais un chargement de matériaux divers pour une maison, des cloisons sèches, de la toiture et une tonne de revêtements de sol préemballés. J'ai dû utiliser toutes les sangles de fixation que j'avais pour que ça ne glisse pas du plateau. Les bâches étaient obligatoires, alors j'ai tout attaché, bâché la cargaison et quitté le site d'expédition. Environ 8 kilomètres plus loin, au milieu de nulle part sur une route à 2 voies bordée de forêt, j'ai remarqué que ma bâche battait dans le vent. J'ai trouvé un large accotement et je me suis arrêté pour arranger ça. Je me suis rendu compte que j'avais fait un travail bâclé et décidé de recommencer tout de suite. J'ai défait toutes les sangles, retiré la bâche et les roulé de nouveau. En montant sur le chargement pour déployer les bâches, j'ai aperçu un homme qui marchait sur la même route se dirigeant vers mon camion. Cet homme semblait vraiment en difficulté. Il n'avait rien dans les mains, il était sale et ses yeux avaient un regard perdu. J'ai évalué ma situation, réalisant que j'étais isolé à une 15aine ou une 30aine de kilomètres de toute civilisation, me dirigeant vers un lieu de livraison. Il n'y avait ni maison ni cabane aux alentours, juste cette route et la forêt. Peut-être un randonneur ou un campeur perdu, mais il était seul sur la route, ce qui était suspect. J'ai continué de le surveiller, sans plus y penser, et je me suis remis à ajuster la bâche. Quand j'ai fini de replacer les bâches, je suis redescendu pour commencer à fixer les sangles, et l'homme s'était rapproché suffisamment pour attirer mon attention. J'ai saisi ma barre de treuil et l'ai posée sur la remorque, au cas où. C'est une barre de métal solide de plus de 1,20 m, pesant environ 4 kg, avec un bout pointu et l'autre creux, utile pour serrer les chaînes et sangles, et aussi très efficace comme arme improvisée en cas de besoin. Quand il est arrivé près de moi, la première chose que j'ai remarquée, c'était ses cheveux. Il avait une coupe mulet, mais extrêmement irrégulière, comme s'il avait tenté de se couper les cheveux lui-même, puis abandonné en cours de route. La deuxième chose qui m'a frappé, c'était son regard. Il avait les yeux clairs, mais pas l'air saoul ou drogué. C'était simplement un regard qui semblait ne pas vraiment comprendre la situation, comme si l'ascenseur ne montait pas jusqu'au dernier étage, si vous voyez ce que je veux dire. Ses vêtements étaient sales, usés, et il portait de vieilles baskets blanches. Sur l'une d'elles, il manquait les lacets, et la languette était complètement de travers. Il s'est arrêté près de moi attendant que je le remarque et a simplement dit « J'ai une longue route à faire ». J'ai répondu « Oui mon gars, on est en plein milieu de nulle part », en lui faisant comprendre que je n'allais pas lui offrir de trajet. Il a hoché la tête et a continué sa route, mais, arrivé à la hauteur de la porte côté conducteur de mon camion, il s'est retourné et est revenu vers moi. Il a répété « J'ai une longue route à faire ». À ce moment-là,
Je lui ai expliqué que je ne pouvais pas lui donner un lift à cause de l'assurance. Il a semblé accepter cette explication, a fait demi-tour et s'est éloigné. Je l'ai surveillé, en terminant de fixer les sangles, et je l'ai vu s'éloigner. Mais alors que je posais la dernière sangle, je l'ai regardé de nouveau et il avait fait demi-tour, marchant rapidement dans ma direction, à environ 100 mètres de mon camion. Il semblait parler au téléphone, une main devant sa bouche et l'autre faisant des gestes comme s'il conversait. J'ai terminé de fixer les sangles, saisi ma barre de treuil et suis descendu du camion, le regardant s'approcher à moins de 3 mètres de moi. Il m'a pris par surprise en arrivant si près, et je lui ai dit qu'il m'avait presque fait mourir de peur. Il s'est contenté de sourire, puis a baissé sa main téléphone, pour me fixer pleinement. Il n'a rien dit, alors j'ai commencé. « Écoutez, je ne peux vraiment pas. » Il m'a coupé me disant « Je sais, tu peux pas me donner un lift. » Ça m'a glacé le sang. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Il n'a pas répondu et a fait un pas en avant. J'ai haussé les épaules et me suis préparé à me défendre, soulevant la barre de treuil comme une épée. Il n'y a même pas jeté un coup d'œil. Il a fait un autre pas, puis m'a lancé une poignée de sable en plein dans les yeux. J'ai été aveuglé instantanément, m'agenouillant presque. Le sable était incrusté et mes yeux me brûlaient horriblement. J'ai entendu ses chaussures crisser sur le sol, tournant autour de moi. Paniqué, j'ai brandi ma barre en l'air plusieurs fois sans rien toucher. Ses pas s'éloignaient et j'ai compris qu'il se dirigeait vers le camion. J'ai fouillé dans ma poche, appuyé sur le bouton de la clé pour verrouiller les portes et entendu le clic du verrou. « Merde, j'espérais que tu avais laissé les clés dans le contact. » a-t-il lâché avec déception. « Bon, alors je vais devoir te les prendre. » Les choses s'envenimaient. J'essayais de me débarrasser du sable dans mes yeux, mais c'était impossible sans eau. Je pouvais voir un peu de mon œil droit, alors je tentais de garder un œil sur lui. Il a essayé plusieurs fois de fouiller dans ma poche, mais je l'ai repoussé à chaque fois. La troisième fois, je l'ai frappé à l'épaule avec la barre. Il a poussé un grognement de douleur et a reculé de quelques pas. Mais ma vision était de nouveau floue, alors j'ai reculé rapidement vers ma remorque. Soudain, je n'entendais plus rien. Le silence était complet. J'ai frotté mes yeux et en sentant la remorque bouger, j'ai compris qu'il avait grimpé dessus, cherchant à m'attraper par derrière. Juste avant qu'il ne m'attrape, j'ai réussi à me libérer, à courir jusqu'au camion, à sauter à l'intérieur et à claquer la porte. Dès que j'étais dans la cabine, j'ai verrouillé les portes. Ma barre de treuil posée sur le siège passager, au cas où. J'ai regardé autour de moi, cherchant l'homme, et je l'ai vu à quelques mètres seulement, parlant à sa main comme un téléphone imaginaire. Je n'arrivais toujours pas à voir clairement, ce qui augmentait mon angoisse. Il hurlait dans sa main, juste devant moi, l'air enragé. J'ai démarré le camion, passé la première et suis parti sans même vérifier s'il y avait des voitures. En passant à côté de lui, il me fixait, toujours avec sa main devant le visage, le regard mort. Cette vision m'a glacé le sang. Quand j'ai atteint la 5e ou 6e vitesse, je l'ai regardé dans le rétroviseur, mais il n'était plus là. J'ai ralenti un peu plus loin sur la route et me suis nettoyé les yeux. Quand j'ai terminé, il n'y avait toujours aucun signe de lui. À ce jour, c'est la chose la plus effrayante qui me soit jamais arrivée. J'ai signalé l'incident à la police et à mon employeur, mais bien sûr, rien n'en est vraiment sorti. J'espère sincèrement que ce type a été renversé quelque part dans sa longue marche vers le néant. Quand j'avais 17 ans, encore un jeune idiot, 3 amis et moi sommes partis de Montréal pour aller jusqu'à Vancouver en vélo. Nous sommes partis le jour de la fête du travail et avons terminé notre périple dans le sud-ouest, en automne, au moment où la plupart des attractions touristiques fermaient pour la saison. Nous ne suivions aucune route préétablie, nous improvisions en achetant des cartes à chaque traversée de province. Généralement, on choisissait un village comme destination pour la nuit. On se fixait un rendez-vous le lendemain, puis on pédalait à notre rythme. Une fois arrivés, on décidait où faire du camping furtif pour la nuit. Ce jour-là, on s'est réveillé, on a regardé la carte et on a décidé de se retrouver dans un village dont je ne me rappelle plus trop le nom. Il devait être à environ 70 km de l'endroit où nous avions campé la nuit précédente. Sur le chemin, il n'y avait pas grand-chose,
Alors on espérait trouver un restaurant ou au moins un petit dépanneur à notre arrivée. C'est l'une des nombreuses incertitudes du camping furtif. Tout est une question de chance. Est-ce qu'il y aura une station-service? Est-ce que quelqu'un va nous découvrir? Est-ce qu'on va se faire arrêter? Est-ce que quelqu'un va nous voler notre équipement? Le trajet s'est passé sans incident majeur. Nous nous sommes retrouvés dans le village, mais c'était totalement désert. Littéralement rien n'était ouvert et on n'a vu personne. La plupart des bâtiments étaient barricadés, comme si le village entier avait été abandonné. Nous avons parcouru les rues à vélo, cherchant un endroit pour dormir. Nous avons fini par trouver un bar abandonné et, pour une raison quelconque, ça nous a semblé être une excellente idée de mettre nos vélos à l'intérieur et de dormir là. On n'imaginait pas que quelqu'un pourrait le remarquer ou s'en soucier, vu qu'il n'y avait absolument personne dans les environs, ni à des kilomètres à la ronde. En plus, on était un peu découragé à l'idée de manger encore des nouilles ramen pour le dîner, vu qu'il n'y avait aucun magasin, aucun endroit pour acheter de quoi manger. Alors, on commençait à déplacer nos vélos à l'intérieur du bar, quand soudain, on entend une voix grave derrière nous. « Hé, j'espère que vous savez ce que vous faites, les gars. » On se retourne et on voit un homme très grand, portant un chapeau de cow-boy, qui nous regarde avec un air interrogateur. On a rapidement expliqué, aussi poliment que possible, qu'on faisait un voyage en vélo à travers le pays et qu'on avait cru que le bar était abandonné. On a demandé si on pouvait dormir là. On était tous un peu stressés, pas parce que l'homme semblait méchant, mais surtout parce qu'on réalisait l'absurdité de la situation. On est en plein milieu de nulle part. On est en train de s'introduire dans un bar abandonné. Et voilà qu'un type nous surprend. Il nous écouta, puis dit simplement 3 mots. « Attendez, ici ». Puis il est reparti dans son véhicule. Nous étions inquiets, mais il n'y avait nulle part où aller de toute façon. Il serait assez facile de retrouver 4 cyclistes dans un village désert comme celui-là, alors on fit ce qu'il avait dit et on attendit. Franchement, je ne savais pas à quoi m'attendre. Entre le chapeau de cow-boy et l'ambiance de village fantôme, je me sentais comme dans un film d'horreur, essayant de ne pas imaginer le pire. Environ 10 minutes plus tard, l'homme est revenu avec un autre type, plus petit, et un pitbull. On a eu un moment de panique, mais ils se sont présentés et, honnêtement, je ne me souviens plus des noms des hommes. Mais je me rappellerai toujours que le pitbull s'appelait Requin. Ils sortirent une glacière pleine de bière et de steaks de leur camion. Le petit homme, qui s'avéra être le propriétaire du bar, expliqua qu'il avait invité quelques copains du coin pour une petite fête, et c'est exactement ce qui se passa. On a bu de la bière gratuite, on a mangé des steaks, on a fait la connaissance de ses amis un peu bruts, et on a dormi sur le sol de ce bar. En l'espace de 15 minutes, ce qui avait commencé comme un moment stressant s'était transformé en une soirée mémorable. La nuit avançant, on est passé de la bière au whisky et on a commencé à vraiment se saouler. Ils plaisantaient en disant qu'on ne pourrait pas pédaler droit le lendemain, ce qui nous faisait rire. Ils nous ont demandé pourquoi on faisait un voyage pareil. Mais nos réponses étaient un peu pitoyables. Vers 2 heures du matin, aucun de nous ne pouvait plus tenir debout. Le type au chapeau nous dit qu'il devait fermer le bar légalement, donc pas de souci. Il a fait un rapide nettoyage, éteint les lumières et nous a laissés sur le sol. Les autres sont sortis dans l'air frais de la nuit en nous disant au revoir. Le propriétaire verrouilla la porte derrière lui et expliqua qu'il reviendrait le matin. Nous nous sommes évanouis de fatigue, plongés dans un sommeil profond. Je ne me souviens pas d'avoir entendu quelqu'un revenir, mais je me suis réveillé en pleine nuit, sentant des vibrations sur le sol. Je pensais que c'était peut-être l'un de mes amis qui se levait pour aller aux toilettes, mais je plissai les yeux et vis qu'ils étaient tous encore allongés près de moi. De plus, la personne qui marchait portait des bottes et aucun de nous n'avait gardé ses chaussures. « Salut » ai-je dit tout haut. « Hé » répondit le type au chapeau de cow-boy. La seconde suivante, une lumière aveuglante m'éclaira en plein visage, puis descendit le long de mon corps dans mon sac de couchage. Je commençais à me lever, pensant qu'il se passait quelque chose, ou que le matin était peut-être déjà là. Les autres commençaient à bouger sous le faisceau de lumière, et on leva tous les yeux pour voir ce qui se passait. « C'est quoi ce bordel ?» murmura Hayden.
On se retourna, plissant les yeux pour voir, et oui, le type au chapeau était là, mais nu, juste avec son chapeau et ses bottes. Je vérifiai rapidement ma montre. Cela faisait à peine 1 heure qu'il était parti. Il était revenu complètement ivre, et pour une raison inconnue, il s'était déshabillé. « Allez les gars, on va s'amuser » murmura-t-il, d'une voix pâteuse. « Non merci » lui ai-je lancé. On s'est précipité pour attraper nos affaires, se ruant vers la porte. Heureusement, il était trop saoul pour se tenir droit. Alors on réussit à attraper nos sacs, nos vélos et toutes nos affaires, avant de s'enfuir dans l'obscurité. Sa camionnette était encore garée, phares allumés et porte conducteur grande ouverte. On se chargea nos affaires sur le dos et pédalâmes aussi vite que possible, même si ce n'était pas très rapide, vu qu'on était encore un peu ivre et que la moitié de nos affaires glissaient. On réussit à parcourir environ 2 kilomètres avant de s'écrouler dans une grande grange abandonnée, remplie de vieux foins et de matériel agricole rouillé. On cacha nos vélos à l'arrière et montâmes sur les poutres pour dormir un peu, mais ce fut sans doute la pire nuit de repos de ma vie. On dormit 3 heures, se réveillant de temps en temps, jusqu'à ce que le soleil se lève. À l'aube, une camionnette solitaire faisait des allers-retours sur les chemins de terre. C'était le même type, probablement en train de nous chercher pour régler les choses. Mais on n'avait aucune envie de le recroiser. Une fois nos affaires bien fixées, on quitta la zone pour la prochaine ville, dès qu'on fut sûr qu'il était parti. Pour le reste du voyage, on évita les gens autant que possible. Hier, j'ai eu une envie soudaine d'aller camper. Comme souvent, une fois mes affaires prêtes et quelques recherches rapides sur des sites comme Kijiji pour trouver un covoiturage et passer les banlieues, il était déjà bien tard. En fait, il était l'heure de la sieste. J'ai un peu pensé que j'avais raté ma chance, mais, aux environs de 5h30, une nouvelle vague d'envie m'a envahi. J'étais déterminé à faire quelque chose d'un peu risqué dont j'avais longtemps rêvé. Comme beaucoup d'autres, j'avais entendu parler d'une tendance amusante, le camping furtif. Cela n'avait rien à voir avec les formes de camping traditionnelles, comme le camping sauvage. Le camping furtif, c'est passer une nuit à la belle étoile presque n'importe où en ville, tant qu'on reste bien caché. Ça peut même être derrière un centre d'achat ou entre 2 stations-service. L'important, c'est d'être dissimulé aux yeux du monde. C'était le moment pour moi de tester mes compétences en camping furtif. J'ai donc sauté sur mon vélo et pris la direction du parc La Fontaine. Je cherchais une paire d'arbres pour passer la nuit, en laissant bien sûr aucun signe de mon passage à l'aube. Je me suis dirigé le long de l'autoroute 30 presque jusqu'au pont Jacques-Cartier, puis je me suis enfoncé dans la forêt vers l'ouest. Je me suis avancé un bon bout de chemin sur une ancienne piste de pompiers envahie de ronces et d'orties. J'ai fini par dissimuler mon vélo en le cadenassant à un petit arbre, hors de vue, en marquant les coordonnées GPS. Je me sentais confiant. J'avais bien préparé cette escapade, sans aucun accroc jusque-là. Je suis d'un naturel anxieux, donc je m'attendais à tout et n'importe quoi. Mais jusqu'à présent, tout allait bien et j'étais détendu, prêt à poursuivre mon plan. Avec mon sac sur le dos, j'ai continué mon chemin, peut-être sur 400 mètres, en me frayant un passage à travers la végétation et en escaladant des pentes abruptes. À mesure que j'avançais, le bruit des camions et des motos s'éloignait, remplacé par le chant des oiseaux et le bruissement du vent dans les arbres. On pourrait penser que j'étais au milieu de nulle part, mais le parc La Fontaine, bien qu'assez vaste, est ouvert au public avec de nombreux sentiers, quartiers voisins et des camping-cars stationnés ici et là. C'est un bois dense, mais en saison, il y a souvent du passage. En chemin, j'ai remarqué des traces de pas de chevreuil, ainsi que des empreintes de bottes. Cela ne semblait pas très récent, peut-être avant les dernières pluies. J'ai failli trébucher sur un tas de vieilles chaussures pourrissantes et autres vêtements verts et noirs, tous décomposés. C'était vraiment étrange, mais dans un endroit ouvert 24 heures sur 24, on peut trouver des objets abandonnés de toutes sortes. Rien de tout cela ne m'inquiétait vraiment. Je cherchais la solitude, pas les ennuis. Je savais que suivre des pistes de bottes et inspecter des vêtements abandonnés n'était pas la meilleure idée si je voulais éviter les mauvaises rencontres. Enfin, peut-être à 800 mètres de la route, et loin du sentier le plus proche,
J'ai trouvé 2 arbres parfaitement espacés avec, en arrière-plan, le mont tremblant sous un coucher de soleil rougeoyant, visible à travers une ouverture dans les branches. C'était l'endroit parfait. J'ai installé mon hamac, ajusté plusieurs fois l'angle et refait les nœuds des cordes pour éviter qu'elles ne glissent. 8 ans chez les scouts m'auraient donné de meilleures compétences en nœuds, surtout dans la lumière déclinante et avec des moustiques qui me harcelaient. Après un bon moment, j'ai enfin fermé la moustiquaire, soulagé de pouvoir enfin m'allonger dans la forêt. Quelques minutes après m'être relaxé, entouré de silence, j'ai entendu à 3 reprises ce qui ressemblait à des branches qui craquaient ou à des petits cris d'animaux. Peut-être que des branches tombaient ou que c'était simplement des chevreuils. J'essayais de rester calme et de ne pas m'inquiéter inutilement. Juste au moment où je commençais à me détendre de nouveau, j'ai entendu quelque chose que je ne voulais absolument pas entendre. « Et qu'est-ce que tu fais ici ?» Je me suis redressé brusquement dans mon hamac, lâchant mon téléphone. Dans la faible lumière du crépuscule, un homme s'avançait vers moi. Il était grand, barbu, les cheveux longs, et avait l'air sale, comme quelqu'un qui aurait passé un long moment dehors. Il ne semblait pas menaçant, mais certainement pas timide non plus. Désolé, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un ici. Il m'a interrompu. Tu es sur mon chemin. Mon campement est juste là-haut. Quand pars-tu ? M'a-t-il demandé en jetant un coup de pouce par-dessus son épaule. Je comptais partir à l'aube, lui ai-je répondu. Je ne veux pas d'ennui, mon gars. Je m'appelle Jean. J'ai essayé de parler sur le même ton que lui, espérant qu'il se calme et reparte. Comment t'appelles-tu ? Lui ai-je demandé. Je ne crois rien de ce que tu dis. Comment as-tu franchi la barrière ? Il a continué à marmonner, parlant de barrières impénétrables et d'une sphère de nitrure de bord cubique. Très bien, confirmé, cet homme est complètement fou. Je n'ai pas à croire ce que tu dis, et si tu insistes, je te tuerai ici, dans ton hamac. Mon cœur s'emballa, et je me tortillai pour essayer de trouver une meilleure position, mais en vain. Suspendu dans les airs, j'étais totalement vulnérable à cet inconnu. Écoute, je ne veux pas de problème, d'accord ? Je me cache ici, comme toi, rien de plus. Je ne te crois pas, ni rien de ce que tu dis. Je connais mes droits, et l'un d'eux est le droit à la légitime défense, tu comprends ? J'ai simplement hoché la tête, figé de peur. Il s'est finalement éloigné, traversant le terrain en pente. « Bonne nuit !» lui ai-je crié, mais il ne répondit pas et ne regarda même pas en arrière, ce que j'ai trouvé bizarre, et surtout impoli vu qu'il venait de me menacer de mort. 10 minutes plus tard, je consultais mon téléphone pour retrouver les coordonnées de mon vélo, déterminé à partir. J'ai allumé ma lampe de poche et commencé à avancer vers la pente. J'entendis un bruit derrière moi. Je me retournai, mais ne vis rien. Ne prends rien, la montagne doit rester entière pour que le bouclier fonctionne, cria l'homme. Je voulus crier quelque chose en réponse, mais il me lança quelque chose qui me heurta à la tête. J'allumai ma lampe sur l'objet et vis qu'il s'agissait d'un morceau de métal rugueux. Alors que je le ramassais, un autre projectile m'atteignit à nouveau, cette fois-ci sur le crâne, me faisant voir des étoiles. « La montagne est à moi, je suis la montagne !» cria-t-il. Cela le fit taire un moment. Je tournai les talons et fuis à travers les arbres, désespéré de retrouver mon vélo. J'enlevai le cadenas, attachai mes affaires et me précipitai sur le sentier plus vite que jamais. Il ne me poursuivait pas, mais je sentais le sang couler de mon cuir chevelu. Ce n'était vraiment pas une sensation agréable, mais au moins j'étais sain et sauf, loin de ce fou. Je rejoignis la route éclairée par la lumière vive de mon dynamo, qui semblait bien plus brillante que les lumières de la ville. De retour chez moi, 1 heure plus tard, blotti contre mon chat, je me rendis compte que, pour des raisons évidentes, c'était l'une des pires tentatives de camping furtif que j'ai jamais vécues. Mais je suppose que ce genre de choses comporte toujours un certain risque. Je conduisais un bus modifié à partir d'un camion dans les déserts de l'Australie centrale. J'étais à plus de 500 km de la ville la plus proche, au beau milieu de nulle part. Comme beaucoup le savent, la majorité de l'Australie est une étendue inhabitée, et la majorité de la population vit sur les côtes.
Si vous décidez de traverser l'Outback, vous ne croiserez que d'autres conducteurs, rarement des villages. J'étais sur un trajet de 5 jours pour aller chercher des femmes aînées aborigènes et les accompagner pour des examens médicaux spécialisés, notamment des mammographies et d'autres bilans de santé féminins. Ces soins sont essentiels pour ces femmes, mais elles n'ont aucun accès à ce type de service dans leur région reculée, où les médecins ne pratiquent que des soins rudimentaires. Le jour où elles ont fait leurs examens, nous nous sommes rendus à un endroit appelé Marvi, un village minier d'opales au sud de l'Australie, pour qu'elles puissent faire quelques achats dans les magasins de vêtements et d'autres produits qu'elles ne trouvent pas chez elles. Ce village, bien que modeste, est l'un des rares endroits de la région où elles peuvent se procurer des vêtements, un bon repas ou même un luxe comme un café. Nous sommes repartis tard de là-bas pour effectuer le trajet de 3 heures jusqu'à l'auberge où nous allions passer la nuit. Le lendemain, je les raccompagnerai chacune dans leur communauté désertique respective. Ce travail était purement destiné à servir la communauté. Si quelqu'un n'allait pas les chercher, elles n'auraient aucun accès aux soins médicaux et aux commodités modernes. Mes passagères se sont toutes endormies, ayant eu une journée très longue. Même l'infirmière qui voyageait avec nous dormait profondément. Le lieu où nous allions loger pour la nuit était une sorte d'auberge pour voyageurs dans le désert. Des chambres simples, un endroit pour faire le plein d'essence et vérifier les pneus, un véritable refuge dans l'Outback. Je me retrouvais donc seul dans la cabine du bus, conduit par la carcasse d'un ancien camion Mercedes, avec mes 30 passagères endormies dans l'obscurité de l'espace à l'arrière. Il devait être environ 21 heures. Je me sentais un peu comme une maman canard, guidant toutes ces petites autour d'elle. Je faisais de mon mieux pour rester concentré, gardant mes yeux grands ouverts, avec ma musique préférée diffusée doucement dans les haut-parleurs pour rester éveillé. Au loin, j'ai aperçu une lumière qui venait vers moi sur cette route de terre solitaire. J'ai abaissé mes feux de route pour mieux voir ce qui arrivait, car parfois, quand les feux sont trop forts, ils peuvent brouiller ce qu'on essaie de distinguer. J'ai roulé dans un léger creux, un lit de rivière asséché, m'attendant à voir cette voiture à un phare d'un moment à l'autre. Il n'est pas inhabituel de croiser une voiture avec un phare en moins ici, donc je n'y ai pas vraiment pensé. Je ne sais pas pourquoi j'étais persuadé qu'elle n'avait qu'un seul phare, mais cette impression me semblait évidente. En remontant du creux, j'ai remis mes feux de route et mes projecteurs. Mais il n'y avait pas de voiture. Rien du tout, juste la route de terre déserte devant moi. Pas de poussière dans l'air, et je pouvais voir loin devant moi des 2 côtés. J'étais manifestement seul. Mon corps s'est couvert d'une sueur glacée en réalisant que ce que j'avais vu n'existait plus. C'est pour cela que j'avais pensé que c'était une voiture à un phare. Mon cerveau avait essayé de rationaliser ce qu'il avait vu. Mais il n'y avait rien là-bas, juste le désert, la route de terre, et moi, seul dans la cabine. J'ai gardé les feux allumés jusqu'à ce que nous arrivions à un arrêt, 1 heure plus tard. Je n'ai vu aucune autre voiture ni lumière pour le reste du trajet, et je ne voulais pas réveiller qui que ce soit. Honnêtement, je pensais que j'étais simplement en train de devenir fou, et même maintenant, j'ai du mal à expliquer ce que j'ai vu. Que pourrais-je dire à ces femmes, ou même à l'infirmière? Rien de ce que j'aurais pu dire n'aurait eu du sens pour elles. Alors, je les ai laissées dormir. Nous avons traversé un autre creux sur la route, et cette fois, j'ai aperçu à nouveau la lumière, à peine 100 mètres plus loin, une lueur brillante qui fonçait droit sur le côté du bus. Elle arrivait si vite que j'ai instinctivement pensé qu'elle allait percuter ma porte, nous faisant glisser sur la route. Au lieu de cela, la lueur s'est approchée de quelques centimètres, si près que j'ai cru sentir sa chaleur à travers la vitre, puis elle a simplement disparu, comme si elle n'avait jamais existé. J'ai saisi le volant fermement et j'ai continué en silence dans l'obscurité. À notre arrivée à l'auberge, avant de laisser les passagères descendre, j'ai demandé si l'une d'elles avait vu des lumières. Elles m'ont répondu non, me demandant de quelle lumière je parlais. J'ai brièvement expliqué ce que j'avais vu, et elles sont devenues silencieuses, échangeant des regards inquiets entre elles. Après un moment, elles ont commencé à se parler dans leur langue, rapidement, puis elles sont descendues du bus, l'air effrayé et pressé de rejoindre la sécurité de l'auberge. Je ne pouvais pas leur en vouloir, et je n'ai posé aucune autre question. J'ai simplement commencé l'inspection du bus.
Quelques minutes plus tard, 2 des femmes sont venues me voir et m'ont demandé de décrire à nouveau ce que j'avais vu, sans omettre le moindre détail. J'ai raconté chaque détail, jusqu'à l'heure exacte, la distance approximative, et même ce que j'avais ressenti en voyant cette lueur. Chaque information que je leur fournissais les faisait grimacer davantage. Je savais que quelque chose n'allait pas. Je suis plutôt un type solide, ayant vécu sur 3 continents et exercé de nombreux métiers: policier, enseignant, chauffeur de bus, entraîneur, camionneur. J'ai vu beaucoup de choses et je suis naturellement sceptique. Mais j'ai toujours l'esprit ouvert et peu de choses dans ce monde me font peur. Cependant, après leur avoir tout raconté en détail, les 2 femmes m'ont regardé, terrifié, et m'ont dit une chose que je n'oublierai jamais. Je m'entendais bien avec les autochtones d'Australie centrale et savais reconnaître quand quelque chose les perturbait. Elles m'ont dit « Conducteur, nous avons eu de la chance que tu ne te sois pas arrêté. Si tu l'avais fait, personne n'aurait jamais revu aucun d'entre nous. Nous aurions tous disparu. » J'ai demandé pourquoi, mais elles ont secoué la tête en disant de ne pas en parler davantage. Cela avait terrifié toutes les femmes. Elles m'ont expliqué qu'il s'agissait d'une très ancienne entité, présente sur le continent australien depuis des éons, peut-être même depuis toujours. J'ai pris cela au pied de la lettre et n'ai plus mentionné cet incident aux autres passagères. Ce n'est qu'à mon retour en ville que j'en ai parlé à quelques amis et collègues. Ils ont simplement ri et ont dit que c'était les lumières de Min Min. Beaucoup de gens ont entendu parler de ces lumières dans l'ouest du Queensland. Mais peu importe ce que ces femmes savaient et ce que j'ai vu, elles étaient convaincues qu'il s'agissait de quelque chose qu'il ne vaut mieux pas croiser dans le désert, au milieu de la nuit. Et franchement, je les crois. Je n'avais jamais entendu parler de cela avant, et je suis allé me renseigner par la suite. J'ai appris qu'elles avaient raison. C'est l'un des mythes les plus anciens de l'histoire australienne. Je ne l'ai vu qu'une fois, et seulement pendant quelques minutes, une lumière qui ressemblait à un phare de voiture, à quelques kilomètres plus loin sur la route. Mais si ces femmes, dont le peuple a survécu dans cette région désolée depuis 60 000 ans, sont inquiètes au point d'être terrifiées, alors je n'ai certainement pas envie de m'approcher de ce que c'était, quoi que ce soit. J'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas me laisser entraîner par cette mode du camping furtif, mais à l'époque, ça semblait être la façon parfaite d'ajouter un peu d'aventure à un road trip qui aurait autrement été ennuyeux. J'avais lu des histoires sur les forums, vu des vidéos de youtubeurs qui racontaient comment ils disparaissaient dans les ombres, se fondant dans le paysage urbain pour une nuit, sans que personne ne s'en rende compte. L'attrait était là. Pas de motel, pas de frais, juste moi et le frisson de l'inconnu. Le plan était simple: conduire, dormir, conduire encore. Je prévoyais rendre visite à quelques amis, puis rentrer chez moi au bout de 5 jours environ, dont 2 jours complets de route dans un sens. Pour rendre le trajet plus mémorable, j'avais décidé de casser la routine avec un peu de camping furtif. J'avais fait mes recherches, repéré des endroits à l'avance, rien de spécial, juste des coins qui semblaient suffisamment isolés pour y passer une nuit. J'avais même préparé un petit kit de camping avec le strict nécessaire. Mais comme souvent dans ces histoires, mes plans ont rapidement changé pour le pire. Mon voyage prit un mauvais tournant dès que je suis arrivé dans une petite ville, bien plus tard que prévu. Il était presque minuit, et j'étais épuisé après une journée entière de conduite. Jusqu'à ce moment, la route avait été simple, mais en arrivant en ville, je réalisais que la ceinture verte sur laquelle je comptais avait été défrichée. Des pelleteuses et des tas de terre remplaçaient les buissons et les arbres. La ville avait visiblement lancé un projet de développement. J'avais prévu que cet endroit serait parfait, facilement accessible, beaucoup de cachettes et peu de chances d'être découvert. Maintenant, ce plan tombait à l'eau. Pas grave, me dis-je. Il suffit de garder mon calme et d'improviser. J'ai conduit dans les rues sombres et sur les parkings, cherchant une alternative. Assez vite, je repérais un endroit qui semblait convenir. Un ravin sec entre 2 zones commerciales. C'était parfait, sombre, envahi par des buissons épais avec suffisamment de couverts pour me cacher. Le genre d'endroit où on peut disparaître pendant quelques heures sans attirer l'attention.
J'ai garé la voiture dans un coin discret derrière un vieux centre commercial. J'ai attrapé mon équipement, un sac de couchage, une lampe de poche et un peu de nourriture. Puis je me suis dirigé vers le ravin. Plus j'avançais, plus l'endroit devenait dense et isolé. Personne de sensé ne viendrait ici à cette heure, pensais-je. C'était parfait. À environ 400 mètres de l'entrée, je trouvais un fourré épais où on distinguait à peine le ciel à travers la canopée, suffisamment caché pour que je me sente en sécurité, exactement ce que je cherchais. J'ai rapidement installé mon camp, scannant le sol à la lampe pour repérer des serpents ou autres bestioles qui auraient pu s'y trouver. Tout était en ordre. J'ai étendu mon sac de couchage, posé mon sac à dos à côté de moi, puis me suis allongé en fumant un joint. J'inhalais lentement, écoutant les bruits lointains du trafic, le chant des grillons et le bourdonnement des climatiseurs environnants. Il y avait quelque chose d'étrangement paisible dans tout cela, campé en milieu urbain sous les étoiles, entouré de sons étouffés de la vie juste hors de portée. Peu à peu, je commençais à me détendre, l'herbe faisait son effet. Je m'assoupissais mais je n'ai pas dormi longtemps. Je me réveillais brusquement, le cœur battant, sans savoir ce qui m'avait sorti de mon sommeil. Puis j'entendis des bruits de pas. Craquement, craquement, quelqu'un approchait de plus en plus. Je me figeais tendant l'oreille, mais il n'y avait pas qu'une seule personne. J'entendais plusieurs pas. Je restais complètement immobile, osant à peine respirer. Depuis mon coin de buisson, je vis une silhouette se dessiner dans le faible halo des lumières de la rue au loin. Un homme marchait, accompagné d'un chien, un gros chien, probablement un pitbull qui tirait sur sa laisse. Le chien s'arrêta brusquement, reniflant l'air, puis tira son maître directement vers ma cachette. La panique monta en moi. Ça y était, ils allaient forcément me trouver. Je me recroquevillais encore plus, priant pour que les ombres et les buissons me dissimulent. Mais j'entendais l'homme marmonner, tirer sur la laisse pour détourner le chien. Mais l'animal insistait, reniflant frénétiquement le sol comme s'il ciblait quelque chose, ou quelqu'un, moi. Ce qui sembla durer une éternité, je restais là, paralysé de terreur, le cœur battant si fort que je pensais qu'il allait exploser. Finalement, l'homme réussit miraculeusement à éloigner le chien. « Allez, laisse tomber !» cria-t-il, tirant le chien dans la direction d'où ils étaient revenus. Lentement, leurs pas s'éloignèrent, engloutis par la nuit. Je relâchai un souffle que je ne savais même pas que je retenais, tremblant, mouillé de sueur. J'ai failli tout replier et partir, mais je me convainquis que ce n'était qu'un incident isolé, un type qui faisait une promenade nocturne. Rien d'inquiétant. Mon cœur finit par retrouver un rythme normal. La nuit redevenait silencieuse, et les bruits lointains du trafic et des grillons me redonnèrent un sentiment de sécurité. Je décidai de rester sur place. J'avais tout installé et me dis qu'une petite sieste suffirait avant de partir au lever du jour. Mais c'était une erreur. Je commençais à m'endormir de nouveau quand soudain, une sensation étrange me fit m'asseoir brusquement, comme si quelqu'un me regardait dans le dos. Je me retournai et plissai les yeux dans l'obscurité, et c'est là que je le vis. Un homme, debout à quelques pas, à moitié caché dans les ombres. Mon sang se glaça. Il me fixait, un sourire malsain aux lèvres. Son visage était sale, ses cheveux en désordre, et ses dents ressemblaient à des éclats d'eau jaune, une d'entre elles, dorée, brillant faiblement dans la pénombre. « Joli coin que t'as trouvé », murmura-t-il d'une voix rocailleuse. « Tu sais que c'est chez moi, ici, hein ?» J'étais trop choqué pour répondre. Mon esprit tentait de comprendre ce que je voyais, d'imaginer comment il avait pu m'approcher sans que je m'en rende compte. Je voulais pas te voler ta place, mec », bafouillai-je en ramassant mes affaires. « Je vais partir, laisse-moi juste prendre mon... » « Non, t'as pas besoin de partir, » m'interrompit-il, en s'approchant d'un pas. « Je veux juste discuter. » Quelque chose dans son ton et sa façon de bouger me fit frissonner. Je sentais le danger émaner de lui comme une chaleur oppressante. Il était trop calme, trop sûr de lui. Il plongea la main dans sa poche, et mon cœur rata un battement. Lentement, il sortit un couteau, une vieille lame rouillée qu'il tenait nonchalamment comme un jouet. « Tu sais, c'est assez dangereux ici la nuit, » dit-il, son sourire tordu toujours accroché à son visage.
On ne sait jamais sur qui on peut tomber. Je n'attendis pas qu'il fasse un mouvement. Mon instinct de survie s'activa et je partis en courant. Je pris ce que je pouvais, mon sac, la lampe de poche, et me mis à courir, traversant les buissons aussi vite que mes jambes me le permettaient. Derrière moi, j'entendis son rire aigu, presque enfantin. Il me poursuivait, trottinant comme si c'était un jeu malsain, fredonnant une mélodie désaccordée qui me glaça le sang. Je courais à toute vitesse, l'adrénaline me poussant, les poumons en feu en direction de ma voiture. J'entendais ses pas légers et rapides, juste derrière moi. Le ravin était un véritable labyrinthe d'ombres et de débris. Je trébuchais plusieurs fois, manquant de m'étaler dans les gravillons, mais je continuais, propulsé par la terreur pure. Quand j'atteignis enfin le pont, je jetai un coup d'œil par-dessus mon épaule. Il avait disparu, comme s'il s'était fondu dans l'obscurité. Je ne m'arrêtais pas pour réfléchir. Je montais la pente en courant, m'installais dans la voiture, et je démarrais sans hésiter. Ce n'est qu'à des kilomètres de là, le cœur toujours battant, que je me permis enfin de respirer. Mes mains tremblaient, mon esprit était envahi par une foule de « et si ?» Et s'il m'avait attrapé? Et si je ne m'étais pas réveillé à temps? Et s'il était encore là, dans la nuit, attendant une autre victime pour son petit jeu macabre? Je me souviens de l'arête tordue de son couteau et un frisson me parcourut. Jamais je n'ai été aussi soulagé de voir les lumières de l'autoroute. J'ai roulé jusqu'à l'aube, jusqu'à être très, très loin de cet endroit maudit. Je ne me suis arrêté que dans un relais routier bondé, entouré par le réconfort des lumières et de la civilisation. Plus jamais de camping furtif. Je préfère 1000 fois un motel bon marché à ce piège mortel dans le noir. Le frisson que je pensais y trouver ne valait pas un clou, surtout pour un danger que j'ai à peine échappé. Et depuis, chaque fois que j'entends une mélodie lointaine, je repense à cette nuit, à cet homme, au couteau et à son sourire horrible, attendant dans les ombres. L'été de 2020 a été pour moi bien différent de tous ceux que j'avais connus auparavant. Une étendue morose où le monde semblait se rétrécir et le temps s'étirer. Notre communauté avait été fermée d'une manière presque biblique, comme une plaie d'isolement. Les rues étaient désertes, les parcs lugubres, et l'essence même des interactions humaines semblait appartenir à une époque oubliée. La petite ville où je vivais n'avait pas été particulièrement touchée par la Covid, mais elle en faisait tout de même tout un plat. Les emplois avaient disparu du jour au lendemain, et en grande partie, tout le monde était prié de rester chez soi, et ceci seulement pour les 3 premiers mois. Cette réclusion m'a poussé aux limites de la folie, et la seule chose qui n'était pas explicitement interdite était de sortir marcher. Alors, j'ai marché. J'ai arpenté les banlieues, les parcs, les bois juste en dehors de la ville, espérant que les arbres m'apportent un peu de répit face au silence oppressant. Les rares magasins qui avaient l'autorisation d'ouvrir étaient devenus mes destinations régulières, et même quand je n'avais rien à acheter, j'y passais simplement, ou je continuais mon exploration. Honnêtement, cette marche a vite pris la forme d'une véritable randonnée. J'avais besoin d'être dehors, et c'était la seule manière de le faire. Les semaines s'étaient succédées comme des jours, et les sentiers étaient devenus mon sanctuaire. En un mois, j'avais mémorisé des itinéraires, chaque nouveau chemin offrant un répit face au sentiment d'enfermement qui m'étouffait. J'avais trouvé une joie particulière dans le rythme de mes pas contre le sol de la forêt, le bruissement des feuilles ressemblant à des murmures d'un monde plus clément. L'été avançait, et un besoin de défi, de test se faisait sentir en moi, une envie de parcourir un sentier assez long pour ressembler à une vraie aventure. Mes promenades se faisaient principalement autour de la ville, mais, m'aventurant de plus en plus dans les forêts et les collines, j'ai su que je voulais aller encore plus loin. C'est alors que j'ai décidé de m'attaquer à ma plus longue randonnée à ce jour, une boucle de 16 kilomètres qui me mènerait en pleine nature. Je me suis levé tôt, le soleil commençant tout juste à illuminer un monde encore baigné de rosée matinale. Le parking au départ du sentier était désert, le silence amplifiant mon excitation mêlée de nervosité. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de monde, mais en voyant le stationnement vide, j'ai compris que je serais seul.
J'ai préparé mon équipement avec soin, de l'eau, des collations, une trousse de premiers soins et une carte. J'ai observé autour de moi, notant l'absence de tout autre véhicule, et mes pensées m'ont rappelé la prudence à observer. Une randonnée solitaire en pleine nature exigeait une certaine vigilance. D'abord, j'étais exalté, mais, à mesure que je m'enfonçais dans les bois, une légère inquiétude se glissait en moi. Et si je me tordais la cheville? Et si je tombais et me blessais la tête? Mais malgré ces craintes, j'ai commencé avec un pas rapide. Le rythme de mes pieds sur le sentier devenant un réconfort familier. Au bout de 5 kilomètres, la solitude m'était devenue amicale, non plus menaçante. La matinée s'étirait vers le midi, et je savourais chaque instant. Je m'étais laissé entraîner dans un sentiment de fausse sécurité. Les bois étaient denses et impénétrables, et bientôt, je me suis retrouvé à sortir du sentier pour explorer une partie inexplorée de la forêt, un territoire à la fois étranger et captivant. Un pic rocheux se dressait au-dessus de la ligne des arbres, et plus je m'en approchais, plus je voulais m'y rendre. Je me disais qu'il me faudrait probablement sortir du sentier pendant environ 3 kilomètres, marcher droit vers cette formation rocheuse. Le terrain était plutôt dégagé, de vastes étendues de terre poussiéreuse avec quelques fourrés ici et là. Au fond de moi, je savais que ce n'était pas la meilleure idée, mais une confiance inébranlable m'habitait, alors j'ai continué. C'est dans cette partie reculée des bois que j'ai d'abord remarqué quelque chose d'étrange. Une paire de chaussures usées gisait au pied d'un ravin, les lacets enchevêtrés comme dans un tiroir de bric-à-brac. À côté, quelques chemises pliées frémissaient sous la brise. Ma curiosité était éveillée, mais je les balayais comme des vestiges laissés par des promeneurs trop enthousiastes. J'ai poursuivi en direction du sommet rocheux qui avait capté mon attention, le terrain devenant de plus en plus accidenté. Les vêtements abandonnés ont peu à peu quitté mon esprit, tandis que je restais concentré sur le pic déchiqueté devant moi. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans le sol. Des lignes et des motifs sinueux, comme si quelque chose avait été traîné sur la terre. Ma première curiosité s'est muée en malaise, en voyant que ces marques s'étendaient de plus en plus loin, me conduisant vers l'inconnu, bien au-delà de tout sentier familier, et plus profondément dans la forêt. Qu'est-ce que ça pouvait bien être? D'abord, j'ai pensé à des serpents ou des vers, mais il y avait trop de sillons. Il aurait fallu une quantité impressionnante de créatures pour laisser toutes ces marques. Ensuite, j'ai songé à une sorte de plante, mais rien ne semblait logique. Mon sens de l'aventure commençait à faiblir, mais je continuais de suivre ces marques inquiétantes, mes pas feutrés sur le sol accidenté. Les lignes serpentaient dans une direction qui semblait s'étendre à l'infini. Après ce qui m'a paru être 2 kilomètres, j'ai enfin aperçu un mouvement devant moi, et la vue m'a fait battre le cœur, un mélange de peur et de curiosité. J'ai baissé les yeux vers mes chaussures, vérifiant que ces étranges petites lignes étaient toujours là, s'enroulant le long du bord d'un talus. J'ai osé regarder au-delà et dans le lointain je les ai vus, des hommes, poussiéreux et sales, réunis en cercle, comme pour une cérémonie improvisée. Ils portaient des vêtements déchirés, leurs visages dissimulés par la crasse et les ombres. Ils bougeaient avec une précision délibérée, presque rituelle, soulevant des parpaings au-dessus de leur tête dans un mouvement répétitif. Les blocs portaient des inscriptions, mais j'étais trop loin pour lire quoi que ce soit. Mon pouls accéléra tandis que j'observais cette scène étrange, une angoisse grandissante nouant mon estomac. Les hommes chantaient en chœur, leur voix basse et grondante résonnant dans le sol, alors qu'ils soulevaient les blocs encore et encore. Le chef de groupe, un homme mince à l'apparence menaçante, passait parmi eux, brandissant un instrument fin et tranchant. Il frappait leur dos et leur poitrine, laissant des traces de sang scintiller sous le soleil brûlant. Quel était ce spectacle sordide? Il continuait de se flageller tout en soulevant les parpaings, tandis que le chef vociférait et les frappait avec son fouet. Il ne portait que des pantalons, pas de chaussures ni de chemise. Maintenant, je comprenais mieux les vêtements abandonnés plus près du sentier. Tout cela commençait à prendre sens, mais cette compréhension m'a glacé jusqu'à la moelle. Une sueur froide perla sur mon front. Les cris de douleur des hommes transpercèrent le silence étrange de la forêt,
et un frisson d'horreur s'est emparé de moi. Mes instincts me hurlèrent de fuir, de courir le plus loin possible de cette scène grotesque. Je me suis retourné, mes mouvements maladroits et pressés, désespéré de regagner la sécurité relative du sentier. J'ai tenté de me faire discret, mais la vitesse était devenue ma priorité. Cependant, le chemin du retour n'était pas simple. J'ai trébuché dans les broussailles, mon esprit embrouillé par la panique et l'incrédulité. La forêt semblait conspirer contre moi, les branches tendues comme des doigts squelettiques. C'était une lente et pénible retraite vers le sentier familier, chaque pas un combat tandis que mon cœur battait dans ma poitrine comme un animal en cage. Derrière moi, je les entendais encore hurler vers le ciel. À peine sorti du fourré, je fus accueilli par une vision effrayante. Un autre groupe d'hommes venait d'arriver au ravin, retirant chaussures et chemises, qu'ils posaient exactement au même endroit que les autres vêtements. Ils m'ont salué de la tête, le visage empreint d'une détermination sombre et sinistre. Sans un mot, ils ont commencé leur marche lente et douloureuse vers le sommet de la montagne, les cordes tirant les parpaings marqués de mots haineux, traînant derrière eux dans la poussière. Je les ai regardés jusqu'à ce qu'ils disparaissent au loin, leurs silhouettes s'estompant peu à peu contre le sommet imposant. La forêt a retrouvé son silence, un calme oppressant retombant autour de moi comme si tout cela n'avait jamais eu lieu. Je ne suis jamais retourné sur ce sentier. Les bois, qui avaient autrefois été un refuge face aux contraintes de mon foyer, étaient devenus un lieu hanté de souvenirs troublants et de mystères inexpliqués. Les hommes, avec leur étrange rituel de douleur, restaient un mystère glacial que je n'avais aucune envie de percer. Depuis, je suis resté sur les chemins balisés. Mon esprit d'aventure s'était transformé en un profond respect pour l'inconnu et une peur ancrée de ce qui pourrait se cacher en pleine nature. Encore aujourd'hui, je me souviens des cris, du chant étrange, du silence terrifiant qui suivait aussitôt. C'est un souvenir qui ne s'efface pas, un rappel que certains recoins du monde méritent de rester inexplorés. En fin de compte, ce n'était pas seulement l'isolement qui m'avait effrayé, mais bien l'inconnu terrifiant qui rôdait, juste au-delà de la sécurité du sentier. Mon enfance s'est déroulée au cœur du vert humide d'une petite ville du Québec, où la pluie tombait avec la régularité des cloches d'église le dimanche. Les étés y étaient un mélange étrange de chaleur et d'humidité, et c'est dans cette atmosphère moite que ma fascination pour les champignons a pris racine. Je me suis proclamé mycologue amateur, consacrant mes fins de semaine à la quête sans fin de champignons. La découverte d'une nouvelle espèce, qu'elle soit rare, exotique ou simplement étrange, me procurait une excitation qu'aucun jeu vidéo ni aucune salle de classe ne pouvait égaler. Tout a commencé un matin dans mon propre jardin, alors que je me précipitais vers l'arrêt de l'autobus scolaire. J'ai baissé les yeux et aperçu un petit champignon rond pointant entre les brins d'herbe. Je n'en croyais pas mes yeux. Fasciné, j'ai commencé à fouiller dans les petits coins de forêt autour de ma ville. Chacun d'eux avait quelque chose à m'apprendre, et en moins d'un an, je connaissais la plupart des espèces locales. Le cimetière de la ville, bien qu'inhabituel, est rapidement devenu un de mes endroits préférés pour chasser les champignons. C'était une petite parcelle de terrain, peut-être de quelques hectares, nichée dans une grande étendue de forêt. Le cimetière lui-même était entretenu avec soin, mais les bois alentours étaient sauvages et indomptés, offrant un environnement parfait pour la prolifération des champignons. Ainsi, je trouvais à la fois du réconfort et de l'aventure parmi les tombes, toujours en quête de la prochaine grande découverte. Les gardiens des lieux étaient habitués à me voir, savaient que je ne posais aucun problème et me laissaient errer librement sur les sentiers. Un matin d'été, juste après un énorme orage, je me suis mis en route avec un grand sac jeté sur l'épaule et un profond sentiment d'anticipation. La tempête avait transformé le monde en un pays des merveilles détrempées. Je savais que ce jour-là serait riche en champignons. L'air était imprégné de l'odeur de la terre humide et des feuilles en décomposition, un parfum qui, pour moi, était aussi enivrant que n'importe quel parfum. Je me réjouissais déjà à l'idée d'enfoncer mes mains dans la terre, remplissant mon sac de champignons magnifiques, un par un. J'ai commencé par le cimetière, faisant mon tour habituel de la zone, mais je n'ai rien vu tout de suite. Je me suis dit que je reviendrais plus tard, et ai donc traversé le cimetière en direction de la clôture arrière. Cependant,
En m'approchant de celle-ci, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Le sol, habituellement impeccable, était jonché de déchets, des canettes de bière, des morceaux de papier et autres débris. Cela m'a stupéfait. Le cimetière, ce lieu sacré, était entretenu avec soin. Même les buveurs occasionnels qui se risquaient ici étaient rapidement chassés. Je me suis dit que peut-être la tempête avait ramené ces détritus de quelque part, bien que cela m'inquiétait un peu. La moitié des détritus était à l'intérieur du cimetière, l'autre moitié juste de l'autre côté de la clôture. Quelqu'un avait manifestement fait la fête et laissé les autres se débrouiller avec le nettoyage. J'ai franchi la clôture comme d'habitude, le métal froid contre mes paumes. La forêt avait ce matin-là un silence particulier, troublé seulement par le bruit de mes bottes s'enfonçant dans l'herbe boueuse. J'ai zigzagué à travers les arbres, scrutant les environs pour repérer les chapeaux familiers de mes cibles. Les champignons étaient abondants ce matin-là, chaque groupe semblant m'inviter à m'enfoncer toujours plus loin dans la forêt. Bientôt, j'ai atteint le bord de la colline où je descendais habituellement vers la prairie, mais ce jour-là, je me suis arrêté pour examiner un étrange amas d'objets. Il y avait des vêtements abandonnés, des canettes de bière éparpillées, et quelque chose qui ressemblait à un tas de petits sacs en plastique. C'était le genre de débris qui semblait étranger en un lieu comme celui-ci, malvenu, sinistre. J'ai regardé autour de moi avec nervosité, mais poussé par ma passion pour la chasse aux champignons, j'ai repoussé cette vision étrange dans un coin de mon esprit et j'ai continué. Avec le recul, je réalise que c'était une idée vraiment stupide. Ce petit bois derrière le cimetière menait à un ruisseau qui quittait la ville. Personne ne venait dans cette zone. Il n'y avait ni sentier, ni chemin de promenade pour les chiens. Je n'avais littéralement jamais croisé qui que ce soit ici. Découvrir des preuves de quelqu'un buvant de la bière aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Mais j'ai poursuivi. La prairie s'étendait devant moi, l'herbe luxuriante et sauvage. Mon regard s'est vite posé sur un groupe de gros cèpes bruns, des trésors que j'ai rapidement cueillis avec enthousiasme. Le temps a glissé, tandis que je suivais les champignons de plus en plus profondément dans la prairie, leur présence presque hypnotique. Mon sens de l'orientation et ma prudence habituelle s'étaient évanouis, et je m'étais totalement immergé dans la chasse. J'étais couvert de terre et de boue jusqu'aux coudes, arpentant la prairie. Ce n'est que lorsque j'ai finalement levé les yeux que j'ai réalisé à quel point je m'étais aventuré loin. Le terrain familier m'était devenu étranger. Devant moi se trouvait un foyer de feu noirci, les pierres tachées et marquées par d'anciennes flammes. Dispersés autour de ce foyer, divers objets jonchaient le sol. Un sac vide, d'autres bouteilles de bière et de petites figurines en bois disposées selon un étrange motif. Mais le plus inquiétant, c'était cette planche de Ouija partiellement brûlée, posée au centre. Les bords extérieurs étaient noircis et enroulés, mais le centre, le cœur de la planche, restait intact. Elle me fixait, avec le planchette reposant en son centre comme une invitation lugubre. Un frisson me parcourut la colonne vertébrale. Les champignons, bien qu'encore nombreux, ne semblaient plus aussi attirants. Je réalisais à ce moment-là que quelque chose clochait vraiment. Les restes de ce foyer et la planche de Ouija dégageaient une atmosphère sinistre, comme la preuve d'un genre de crime sur lequel j'étais tombé. Mes instincts me murmuraient de faire demi-tour, mais l'attrait des champignons était trop fort. J'ai continué en direction du ruisseau, mes yeux balayant nerveusement les alentours. Devant moi, j'aperçus un énorme cep que je voulais attraper avant de rebrousser chemin. En atteignant la dernière pente avant le ruisseau, la scène qui m'attendait était à la fois terrifiante et surréaliste. Un homme se tenait dans l'eau peu profonde, se lavant le visage. Ses vêtements étaient déchirés et couverts de ce qui ressemblait à du sang séché. Le ruisseau était trouble, mais les taches cramoisies étaient indéniables. Son corps était mince et noueux, recouvert de tatouages de prison qui s'enroulaient autour de ses membres comme des veines sombres. Il continuait de se laver dans le ruisseau, son dos tourné vers moi. Il me rappelait un vagabond dégoûtant, avec des cheveux longs et crasseux, comme ceux qu'on voit parfois dans les vieux films. J'étais figé, pris entre le choc et la peur. Je comprenais que ce n'était pas un film. J'étais un enfant, et lui un adulte. S'il décidait de me faire du mal,
Je n'aurais aucune chance. Mon cœur battait la chamade, résonnant dans mes oreilles. J'étais figé, incertain de devoir l'interpeller ou simplement m'éloigner. Avant que je ne puisse réagir, l'homme tourna la tête, ses yeux captant la lueur du soleil du matin. Nos regards se croisèrent, et j'y vis une lueur de rage sauvage et frénétique. Il semblait presque aussi surpris de me voir que je l'étais de le trouver là. Un instant, j'ai cru que peut-être, tout cela pouvait être normal, que cette rencontre n'était que fortuite. Mais sans un mot, il bondit hors de l'eau et commença à me poursuivre en montant la colline. La panique me saisit alors que je réalisais combien j'avais eu tort. J'ai laissé tomber mon sac de champignons, le poids m'étant devenu insignifiant. Je me suis mis à courir vers la clôture du cimetière, le seul sanctuaire qui me venait à l'esprit. La distance semblait infranchissable, chaque respiration brûlant mes poumons. Je jetai un coup d'œil derrière moi et vis la silhouette décharnée de l'homme qui se rapprochait lentement, ses yeux écarquillés de fureur, ses cris crus et primo résonnant à travers les arbres. Pourquoi diable hurlait-il? La terreur me paralysait presque, et j'ai même cru un instant que j'allais faire pipi de peur. Mais le désespoir m'a poussé à aller encore plus vite. Je priais pour qu'il ne puisse pas maintenir son rythme sur la pente. Ses hurlements se faisaient plus forts, une bande sonore glaçante accompagnant ma fuite désespérée, sa rage presque tangible. Mes jambes me brûlaient, mon esprit tourbillonnait de terreur. J'ai poussé plus fort, mes pieds effleurant à peine le sol alors que j'atteignais le sommet de la colline. En jetant un dernier coup d'œil derrière moi, je vis que mes prières avaient été exaucées. Il ne parvenait plus à garder le rythme dans cette montée abrupte. Sans perdre de temps, j'ai continué en direction de la clôture, sachant que c'était le dernier obstacle avant la sécurité. Je pouvais voir le grillage juste au-delà des branches d'arbres, et avec un dernier sursaut d'énergie, je me suis hissé par-dessus, mes mains éraflant le métal rugueux. En atterrissant de l'autre côté, mon cœur battait toujours à toute vitesse. J'ai regardé en arrière, mais l'homme avait disparu. Le silence qui s'installa ensuite était d'une intensité que je n'avais jamais ressentie auparavant. Un véritable soulagement. Je n'ai pas pris le temps de reprendre mon souffle, traversant le cimetière en courant, mes yeux scrutant les environs à la recherche de cet homme, mon esprit en proie au chaos de la peur et de l'incrédulité. J'espérais aussi croiser un gardien, quelqu'un à qui je pourrais signaler que j'étais en danger. Mais personne n'était là. Une fois arrivé de l'autre côté du cimetière, je me suis précipité chez moi. Lorsque j'y suis arrivé, haletant et les yeux écarquillés, j'ai raconté à mes parents ce qui venait de se passer. Leurs visages pâlirent, mais leurs réponses furent pratiques. Ils appelèrent la police, mais les recherches ne donnèrent rien. Sans surprise, l'homme ne fut jamais retrouvé et les policiers n'avaient aucune explication à me fournir. Les déchets et mon sac de champignons avaient disparu. Tout, des canettes aux vêtements, semblait s'être volatilisé. Mes parents et les policiers m'ont donné des avertissements sévères. « Ne sors plus seul, fais attention », disait-il avec tout le poids de l'inquiétude parentale, mais cela ne faisait rien pour apaiser le sentiment d'effroi qui s'était installé au fond de moi. À ce jour, cet incident reste l'une des expériences les plus terrifiantes de mon enfance. L'image de cet homme ensanglanté dans le ruisseau, les restes de la planche de Ouija et le silence angoissant de la forêt me hantent encore. Le cimetière est devenu pour moi le symbole d'une rencontre avec quelque chose de sombre et sinistre, quelque chose qui n'aurait jamais dû être révélé. C'est comme si la frontière entre la réalité et un autre monde s'était brouillée là-bas, et que j'étais passé de l'autre côté, témoin de quelque chose que j'étais le seul à avoir vu. Je sais, cela semble insensé, difficile à croire. Mais, eh bien, c'est mon histoire, et cela s'est vraiment produit. Nico et moi pratiquions le camping furtif depuis nos années d'université, à une époque où l'aventure était bien plus abordable qu'une nuit en motel, et bien plus excitante aussi. Avec le temps, on avait perfectionné notre art, celui de disparaître dans les coins oubliés des parcs, dans des bandes de verdure ou des terrains en friche. C'était devenu notre spécialité, un moyen de voyager léger, d'économiser et de récolter des histoires à raconter. Honnêtement, la chose la plus effrayante que nous ayons jamais rencontrée,
C'était un raton laveur trop curieux qui tentait de fouiller notre réserve de nourriture. Nous étions fiers d'être malins, prudents, et surtout, invisibles. Mais il y a une nuit, une fois, qui me donne encore des frissons à ce jour. On faisait un road trip à travers le nord-ouest du Pacifique, un itinéraire conçu pour passer par autant de parcs nationaux et de forêts que possible. Nos journées étaient consacrées aux randonnées, à se détendre au bord des lacs, à profiter de la beauté des paysages. La nuit, on trouvait un coin tranquille pour y faire notre campement. Cette nuit-là ne semblait pas différente des autres. On est arrivé dans une petite ville qui n'avait pas l'air d'avoir changé depuis des décennies, avec des rangées de vieux magasins, une seule station-service et des maisons vieillies par le poids du temps. C'était la fin de l'été, il faisait chaud et sec, et le ciel s'était dégagé pour laisser apparaître les étoiles. Nico a suggéré d'aller voir un parc public à la périphérie de la ville. Vu de la route, l'endroit paraissait parfait, beaucoup d'arbres, un ruisseau qui le traversait et surtout, personne d'autre autour. On a garé la voiture sur un petit parking en gravier près de l'entrée, pris nos hamacs et emprunté un sentier étroit qui longeait le ruisseau. Il nous a menés à une petite clairière entourée de sapins majestueux, dont les branches étaient si épaisses qu'elles bloquaient presque toute la lumière, plongeant tout dans des nuances de bleu sombre et de noir. Il n'y avait qu'un seul signe de civilisation, une vieille clôture en bois, tordue, à moitié pourrie et recouverte de vignes, à peine visible à travers les arbres. On aurait dit qu'elle marquait la limite d'une propriété, mais il n'y avait aucune lumière, ni aucune maison en vue, peut-être un endroit abandonné. Quelle qu'en soit la raison, c'était assez éloigné pour qu'on ne s'en inquiète pas. On a trouvé un endroit un peu à l'écart du sentier, tendu nos hamacs, et on s'est installé pour une nuit tranquille sous les étoiles. On a rapidement mangé un dîner froid, des sandwichs et des fruits, puis on s'est allongé dans le grand hamac ensemble, regardant le ciel à travers les espaces entre les branches. Les seuls sons autour de nous étaient le murmure doux du ruisseau, le bruissement des feuilles dans la brise et le ululement occasionnel d'une chouette. C'était paisible. On avait fait cela tellement de fois qu'on n'y pensait même plus. Le camping furtif était devenu une seconde nature. On a dû s'endormir à un moment donné, car la prochaine chose dont je me souviens, c'est de m'être réveillé en sursaut dans l'obscurité. Mon premier réflexe fut de penser que j'avais peut-être entendu quelque chose de léger mais inhabituel. Je suis resté immobile, écoutant, mais je n'entendais que les bruits nocturnes habituels. J'étais sur le point d'ignorer cela quand j'ai senti Nico bouger à côté de moi. « Hé, t'as entendu ça ?» chuchota-t-il. Je hochai la tête, même si je n'avais pas encore entendu de son spécifique. Son ton était bas, tendu, ce genre de murmure qui met les nerfs à vif. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je, à peine osant respirer. J'entendais pas depuis un moment. Cela me réveilla d'un coup. J'écoutais de toutes mes forces et finalement, je captais un léger bruit de frottement, presque comme si quelqu'un traînait les pieds. C'était lent, délibéré, certainement pas un animal. Mon cœur commença à battre fort alors que je scrutais l'obscurité autour de nous. Les arbres projetaient de longues ombres qui semblaient bouger à chaque coup de vent. Puis, à travers la pâle lumière filtrante entre les branches, je vis un mouvement. Une silhouette voûtée avançait, chancelante, entre les arbres. C'était une vieille femme. Ses cheveux étaient sauvages, emmêlés, et ses vêtements pendaient comme des guenilles lâches. Elle se déplaçait de manière erratique, avançant de quelques pas avant de revenir en arrière, les bras ballants le long de son corps. Pendant un moment, j'ai pensé qu'elle s'était perdue ou qu'elle était désorientée, peut-être qu'elle s'était éloignée d'un endroit proche. Mais il y avait quelque chose dans ses mouvements, quelque chose de brusque et d'inhabituel, presque comme si elle était tirée par des ficelles invisibles. Nous n'osions pas faire de bruit. On restait là, à la regarder tituber de plus en plus près, son visage à peine visible dans la pénombre. Je retins mon souffle, espérant qu'elle passerait sans nous remarquer et continuerait son chemin. Mais ce ne fut pas le cas. Elle s'arrêta près d'un des arbres les plus grands,
regarda autour d'elle nerveusement, puis s'accroupit comme pour se cacher. Elle se pressa contre le tronc et devint complètement immobile. On perdit sa trace, et le silence qui suivit devint oppressant. Mon esprit tournait, cherchant à donner un sens à ce que nous venions de voir. Qui était-elle? Pourquoi se comportait-elle ainsi en pleine nuit? Et plus important encore, où était-elle maintenant? Je n'arrivais pas à me débarrasser de l'impression qu'elle était toujours là, juste hors de notre vue, à nous observer. Les minutes s'écoulaient, et la tension dans l'air devenait presque étouffante. La main de Nico serrait mon bras de plus en plus fort. Je sentais qu'il était aussi terrifié que moi, mais aucun de nous n'osait bouger tant que nous ne savions pas si elle était partie. Puis, sans prévenir, il y eut à nouveau du mouvement, cette fois plus fort, plus lourd. 2 hommes surgirent du parc et pénétrèrent dans les arbres comme s'ils savaient exactement où aller. Ils étaient habillés de vêtements sombres, usés, et leur démarche, pleine de détermination, me fit monter un nœud d'angoisse dans l'estomac. Ils n'étaient pas là pour une simple promenade. Ils cherchaient quelque chose, ou quelqu'un. Nico et moi nous tassâmes encore plus dans notre hamac, à peine osant jeter un coup d'œil par-dessus le bord. Ils s'approchèrent de plus en plus, et s'arrêtèrent près de l'arbre où la vieille femme s'était cachée. J'entendis leurs murmures, bas et urgents, comme s'ils se disputaient à voix basse. L'un d'eux leva la main et désigna l'arbre, puis, sans prévenir, ils commencèrent à battre les broussailles, donnant des coups de pied dans les buissons tout en chuchotant d'un ton sec et acerbe. Je me couvris la bouche pour étouffer ma respiration, terrifié qu'ils nous entendent. Après ce qui sembla une éternité, l'un d'eux aboya quelque chose, et la vieille femme sortit de sa cachette. De près, elle paraissait encore plus pitoyable, tremblant de tout son corps en se relevant. L'un des hommes la saisit par le bras et la tira en avant, presque incapable de tenir debout. Ils n'avaient pas l'air de s'en soucier. Ils l'époussetèrent, enlevant la terre de ses vêtements, et l'un d'eux la gifla si fort qu'elle faillit trébucher. Elle ne cria même pas, se contentant de baisser la tête. « Reste bien en vue, cette fois !» grogna l'un d'eux d'une voix rude, empreinte d'une cruauté qui me glaça le sang. Ils la firent marcher devant eux en direction du parc, la forçant à rester entre eux. Mais avant de disparaître, ils s'arrêtèrent et balayèrent la zone du regard, passant sur les arbres, les buissons et sur nous. Leur regard perça notre hamac comme un couteau, même à cette distance, cherchant quelque chose ou s'assurant que personne ne les regardait. Leurs yeux se posèrent finalement sur notre hamac, et mon cœur faillit s'arrêter. Ils fixaient notre direction en chuchotant encore une fois, et pendant un moment terrifiant, je crus qu'ils allaient s'approcher pour vérifier. Après un échange tendu, ils haussèrent les épaules et continuèrent leur chemin, emmenant la femme avec eux, dans l'obscurité. On resta figé, à peine osant respirer, jusqu'à ce qu'on soit sûr qu'ils étaient maintenant partis. Mon esprit était envahi de 100 questions, aucune d'entre elles n'ayant de réponse rassurante. Qui étaient ces hommes, et que faisaient-ils avec cette femme? Pourquoi étaient-ils là en pleine nuit, à la traîner ainsi? Dès qu'ils furent hors de vue, Nico et moi nous précipitâmes pour démonter notre campement, nos mains tremblant alors qu'on ramassait nos affaires aussi vite que possible. On ne parla pas, et on n'osa même pas allumer la lampe de poche. Pendant tout ce temps, je m'attendais à ce qu'ils reviennent pour nous trouver et nous infliger je ne sais quel sort. J'avais le souffle court, la poitrine serrée par la peur. Jamais je ne m'étais senti aussi exposé, aussi vulnérable. On retourna au sentier, qui semblait désormais bien plus menaçant que paisible. Quand on rejoignit la voiture, Nico tremblait tellement qu'il laissa tomber les clés 2 fois avant de réussir à ouvrir la porte. On se précipita à l'intérieur, verrouilla les portes et partit à toute vitesse, comme si le diable lui-même nous poursuivait. Ce n'est qu'à mi-chemin sur l'autoroute qu'on osa enfin parler de ce qui venait de se passer. On était d'accord pour dire qu'il fallait signaler l'incident. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, en appelant la police locale, mais la réponse fut au mieux tiède. L'opérateur nota nos informations et dit qu'il enverrait quelqu'un vérifier, mais rien de plus. Pas de suivi, pas de questions. J'avais l'impression qu'il n'était même pas surpris par ce qu'on décrivait, comme si c'était un autre cas parmi une longue liste. On ne resta pas dans les parages pour en savoir plus. On roula jusqu'à la prochaine ville, et on trouva un motel bon marché.
Cette nuit-là, on resta éveillé, repassant les événements dans nos têtes, essayant de donner un sens à tout cela. Mais plus on y pensait, plus cela devenait troublant. Les yeux vides de la vieille femme, sa façon de bouger comme une marionnette au fil lâche, la cruauté des deux hommes, c'était un cauchemar devenu réalité, quelque chose qu'on avait du mal à accepter. Ce n'était pas seulement la bizarrerie de la situation qui nous hantait, mais l'implication de ce qu'on avait vu. Et si on n'avait pas gardé le silence? Et si on avait essayé d'intervenir, ou simplement de se montrer? Ces hommes n'étaient clairement pas là pour l'aider. Ils avaient un contrôle sur elle. Qui sait combien d'autres s'ils avaient aidé avant elle? La simple pensée de me retrouver dans leur ligne de mire me glaçait le sang. Le lendemain matin, avec le soleil brillant comme si de rien n'était, la peur nous collait toujours à la peau. On était plus silencieux que d'habitude en rangeant nos affaires, prêts à repartir. La radio jouait doucement en arrière-plan, mais elle ne parvenait pas à briser la tension oppressante qui pesait sur nous. C'est finalement Nico qui rompit le silence. « Tu penses que c'était un truc de trafic ?» Sa voix était basse, comme s'il ne voulait vraiment pas entendre la réponse. J'haussai les épaules, sans être sûr qu'il me regardait. Peut-être, ou quelque chose de pire. Je n'arrivais pas à oublier son visage. « Oui », murmura Nico, en tapotant le volant. « Mais tu veux savoir ce qui me dérange encore plus ?» Je me tournai vers lui, curieux malgré le nœud d'angoisse dans mon ventre. « Quoi ?» Il garda les yeux fixés sur la route, mais je voyais la tension dans sa mâchoire. Ils nous ont vus. Ils savaient qu'on était là, et ils sont juste partis. C'est comme s'ils, je sais pas, s'en foutaient. Un nouveau frisson me parcourut. Il avait raison. Ils avaient clairement repéré notre hamac, croisé notre regard dans le noir, puis étaient partis comme si de rien n'était. C'est comme s'ils savaient qu'on ne dirait rien, qu'on ne serait pas un problème. Ou peut-être étaient-ils convaincus que, même si on parlait, rien n'en sortirait. Quoi qu'il en soit, ça m'avait fait me sentir petit, insignifiant, comme si on avait entrevu quelque chose de bien plus grand et sinistre que ce qu'on pouvait comprendre. On n'a pas arrêté le camping furtif après cette nuit. Comme je l'ai dit, c'est notre truc, la plupart du temps. Mais cette nuit-là a tout de même changé quelque chose en nous. Désormais, on est beaucoup plus prudent, plus sélectif quant aux endroits où l'on campe et combien de temps on y reste. Nico et moi avons maintenant une règle tacite. Si l'un de nous ressent la moindre gêne dans un endroit, on part. Pas de questionnement, pas d'hésitation. On se fait confiance sans réserve, car on a vu de nos propres yeux à quel point les choses peuvent mal tourner, même dans un endroit qui semble sûr. Je repense parfois à cette nuit, surtout quand on est allongé dans nos hamacs, à regarder les étoiles et à écouter le bruissement du vent dans les arbres. Je me demande si cette vieille femme s'en est échappée, ou si elle est toujours là, piégée dans ce monde sombre auquel appartenaient ces hommes. Je me demande si quelqu'un d'autre a vu ce que nous avons vu, ou s'il s'en est approché trop près et n'a pas pu en réchapper. Au final, désolé de dire qu'il n'y a pas de conclusion rassurante à notre histoire, pas de réponse réconfortante ni de fin bien ficelée. Juste un sentiment persistant de malaise, un rappel que même dans les endroits les plus calmes, quelque chose de sinistre peut toujours se cacher juste au-delà des ombres. Et c'est ça le camping furtif, tout est question de rester caché, d'échapper au radar. Mais parfois, quand on s'y attend le moins, on découvre qu'on n'est pas le seul à se cacher là dehors, et parfois c'est vous qu'on trouve.